de ses citations, Mahatma Gandhi disait, et je cite, à une époque, le leadership résidait dans les muscles. Aujourd'hui, il réside dans la façon de traiter les gens. Bonjour à tous, je suis Marie-France Gondo, spécialiste en ressources humaines et je suis très heureuse de vous accompagner dans ce panel qui va durer 1 heure de temps. Et cette citation me ramène au thème d'aujourd'hui qui est le leadership positif, se transformer pour favoriser le bien-être au travail. Et pour ce panel avec moi, j'ai 3 panélistes de renom. Alors, sans plus tarder, je vais présenter le premier panéliste. Il s'agit de Monsieur Love Kikunda, qui est senior assistant RH à la BAD. Bonjour Love. Bonjour Marie-France, ça va? Oui, ça va très bien et toi-même? Super bien, merci. C'est toujours un plaisir de te retrouver sur un panel pour parler d'employabilité, leadership, management. Oui, le plaisir est partagé, effectivement. Ouais, ça me fait plaisir aussi d'être là. Oui, merci pour ta disponibilité. Alors, on a 2 autres qui seront avec toi, qui vont t'accompagner sur ce panel-là. La deuxième invitée, Nanushka Omaou, elle est ex-DRH et consultante en management. Nanushka qui essaye de se connecter, elle va nous dire bonjour tout à l'heure. Bonjour Nanushka. Bonjour Marie-France. Bonjour Marie-France. Alors, comment est-ce que tu vas? Je suis très contente de te voir. Je disais tout à l'heure à Love que c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur des panels, sur des ateliers pour parler un tout petit peu d'employabilité, bien-être au travail. Ça fait plaisir, moi aussi. Bonjour Love. Bonjour Anouska. Ça va bien? Je parlais de 3 panélistes. Donc, on a sans doute Daoud Koné qui va nous prendre en cours s'il arrive à se connecter. Je suis très heureuse du créneau que vous avez pu dégager pour vous rendre disponible à ce panel-là. Et avant d'entrer, je suis en train de dire que le panel de cette 3e édition du sommet du manager influent est le leadership positif se transformer pour favoriser le bien-être au travail. Donc, vous avez tout de suite compris qu'aujourd'hui, on va parler de leadership et de bien-être au travail. Mais dans un premier temps, j'ai une question pour vous tous les deux. Et la question est la suivante. Quelle différence faites-vous entre le leadership et le management? Parce que j'ai entendu dire dans l'une de mes recherches qu'il y avait une différence entre le leadership et le management. Alors, je vais commencer tout de suite par Nanushka. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu quelle est la différence qu'il y a, selon toi, entre le leadership et le management? Cette différence, je dirais plutôt leader et manager. C'est plus facile pour moi de l'expliquer comme ça. Quand on parle de manager, on voit plutôt quelqu'un qui planifie, qui organise des tâches, qui est focalisé sur les objectifs tout de suite, quelqu'un qui contrôle, qui suit. Alors que quand on parle de leader, on parle d'influence, de motivation, de bien-être, d'encouragement, et c'est plus basé sur le développement humain. Mais on peut avoir des leaders qui sont des bons managers et inversement. Et aussi des managers qui ne sont pas du tout des bons leaders. Et la notion en fait de leadership n'est pas liée à la fonction. Parce que beaucoup de gens pensent qu'un manager, un directeur ou quelqu'un à une position très élevée dans une organisation est un leader. Non. C'est une façon de voir les choses, c'est une vision. Et quand on parle de tâches, exécution et atteinte d'objectifs qui sont concrets, ça serait la définition que je donnerais pour donc leadership et management. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse, Nanushka. Merci. Alors, j'ai retenu quelque chose d'assez intéressant. On peut être à la fois et manager, mais un manager n'est pas forcément un bon leader. Il peut être un très mauvais manager. Merci beaucoup, Love. Oui, merci Marie-France.
je crois que Nanushka a bien expliqué, mais ce que je voulais dire est que, comme tu l'as dit, un manager peut être un leader, les deux à la fois, mais un leader peut des fois ne pas être un manager et ça devient compliqué. Parce que normalement, la différence entre un leader et un manager, c'est que le manager, il est celui qui conduit l'équipe. Moi, je l'exprimerai plutôt dans le terme de un manager, quand sa réussite, c'est la réussite de l'équipe. Et quand tu poses la question à quelqu'un qui manage une équipe, qui conduit l'équipe, te diront, nous avons fait le travail. Mais le leader, souvent, il dit, c'est moi qui fais. Très souvent. Oui. Alors qu'il y a toute une équipe derrière. Et très souvent, dans le leadership, on voit le leader, mais on ne voit pas les personnes qui travaillent derrière. Mais dans la notion du manager, il y a toute l'équipe qu'on voit. Un manager ne se donne pas le gloire ou les honneurs, mais il se dit c'est toute l'équipe qui a travaillé pour que nous puissions accomplir cet objectif. Et c'est par là que tu peux facilement différencier un leader et un manager. Un leader, il est devant et l'équipe est derrière. Donc, c'est lui qu'on voit, c'est lui qui accomplit tout, bien qu'il y ait une équipe derrière, mais c'est lui qu'on voit en général. Mais un manager, c'est celui qui va avec l'équipe et qui sait placer chacun à la place qui lui convient pour pouvoir accomplir ou atteindre l'objectif que l'équipe s'est fixé. Et d'habitude, d'une manière générale, le manager, il peut se dire, je peux changer de personne autant que je veux. Même manager, lui, il tient compte de chaque individu. Il tient compte de personnes qui sont autour de lui, il considère chaque aspect de leur vie et il marche avec eux comme des coéquipiers. Je parle en termes vraiment basiques, je ne veux pas être trop technique, mais je parle en termes tellement basiques pour que chacun comprenne ce que c'est le managériat, le manager et le leader. Un leader, il est juste qui conduit un peuple, il a un modèle, une référence, mais un manager, c'est celui qui prend toute l'équipe et qui tient compte de toute l'équipe pour atteindre l'objectif. D'accord. Merci beaucoup, Love. Je trouve très intéressant ce que tu as dit. Waouh, c'est très intéressant ce que... Nanushka, bienvenue parmi nous. Je pense qu'à un moment, tu étais un tout petit peu déconnectée. Bienvenue. Alors, merci. Bienvenue en tout cas. Merci beaucoup, Love. Très bon élément de réponse. J'ai appris quelque chose. J'avoue que selon l'explication que tu as donnée, il y a parfois quelques similitudes entre le management et le leadership, mais avec les informations que tu viens de donner là, on se rend compte que le leader, c'est lui qu'on voit et ensuite toute l'équipe est derrière. Par contre, le manager, c'est celui qui va tout de suite vouloir glow up avec son équipe. C'est celui qui va toujours dire ce n'est pas moi qui ai fait du travail, c'est toute l'équipe qui l'a fait. Et voilà, c'est super. Merci beaucoup. Alors, ma prochaine question, elle est la suivante. Comment définissez-vous le leader positif dans un contexte professionnel? Je rappelle que notre thème, c'est le leadership positif, se transformer pour favoriser le bien-être au travail. Donc, à quel moment, selon vous, on parle de leadership positif? La question est adressée à moi. Oui, d'accord. Oui. Je pense que le leadership positif, pour moi, c'est un peu l'ensemble de managers et de leaders. Ça veut dire, c'est la personne qui sait montrer le chemin, mais c'est la personne aussi qui sait reconnaître que ce travail que je fais, je le fais avec ces personnes et je valorise les personnes qui sont avec moi. Ça veut dire quoi? Il y a ces gens de leaders qui sont là et qui te disent fais mon travail, c'est tout ce qui m'importe. Par exemple, il faut que je fasse mon travail, que j'ai l'objectif, c'est ce qui est important. Mais un leadership positif, c'est le fait de dire je veux que l'objectif soit atteint, mais je tiens compte des personnes avec qui je travaille. Ça veut dire, je pense à leur bien-être, je pense à ce que l'objectif doit être atteint, mais aussi, il y a ces personnes qui travaillent pour cet objectif et qui doivent se sentir impliquées dans l'objectif. Ça veut dire, ils doivent se sentir, si j'ai une entreprise, par exemple, il faut que chaque personne qui travaille avec moi ne sente pas que l'entreprise, c'est pour Love, mais que l'entreprise, c'est notre entreprise. Donc, la réussite de l'entreprise, c'est notre réussite. Ce n'est pas la réussite de Love qui compte là. Et là, ça donne une sorte
en quelque sorte, chacun se sent impliqué dans l'action à mener par rapport à l'objectif à atteindre pour l'entreprise. Et effectivement, si les retombées, il y en a, il faudra que tout le monde puisse en bénéficier, de sorte que chacun se sente vraiment consacré. Pour moi, c'est ça le leadership positif, où chacun se sent réellement tiré vers cet objectif et se sent impliqué comme s'il était membre en part entière du leader, en fait. Alors, merci beaucoup, Love. Nanouchka, pour toi qui as exercé en tant que DRH au Canada et aussi en Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux nous dire quelle différence tu as pu faire entre le leadership ou le management en Afrique et puis celui du Canada? Quelle est la différence? Entre le management, j'ai pas bien entendu. Alors, donc, je suis en train de te demander, tu as eu la possibilité de travailler au Canada en tant que DRH et puis ici en Côte d'Ivoire également, tu as piloté une équipe RH. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle différence tu as pu faire selon les mentalités d'abord des salariés, selon les mentalités des différents managers, leaders. Quelle est la différence entre le management ou le leadership en Afrique et puis celui du Canada, ce que tu as pu expérimenter? Il y a un aspect, il y a un volet culturel qui est très, très important et qui est vraiment mis en valeur ici, sur le continent africain. J'ai exercé comme DRH au Canada, mais ici plutôt comme consultante RH, mais j'ai eu à gérer des ressources humaines dans le cadre de projets. Donc c'est important que je fasse la différence. Je n'ai jamais été DRH au continent africain. Toutefois, mes compétences en fait sont transversales et je peux les utiliser des deux côtés. Lorsqu'on vit au Canada, on est plus, c'est un peu comme, c'est l'Amérique du Nord, donc on est plus focalisé sur les résultats. Donc c'est vrai qu'il y a la prise en compte de l'humain, mais obtenir des résultats est beaucoup plus important. Donc la notion de management apparaît plus que celle de leadership, selon la définition que moi j'ai donnée tout à l'heure, en disant que le management était plus axé sur l'exécution des tâches, l'atteinte des objectifs. Donc, c'est beaucoup plus centré sur le résultat. Et lorsqu'on rentre dans une problématique plus humaine, dans la plupart des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, il y avait des structures mises en place pour accompagner les employés. Par exemple, au Canada, on a ce qu'on appelle le programme d'aide aux employés. Dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, il y avait ça. Donc, ce programme-là permet d'accompagner les employés sur différentes problématiques personnelles, professionnelles, santé mentale et autres. Donc, cette partie-là était moins gérée, si vous voulez, par l'entreprise. Donc, lorsque les gens venaient nous voir aux ressources humaines, dépendamment de la problématique, on leur indiquait qu'ils pouvaient aller vers l'aide aux employés. Par contre, quand c'était un problème de personnes et de conflits au travail, il y avait une manière de le gérer. Donc, l'affectif prend moins de place, si vous voulez, dans les relations, je veux dire en Amérique du Nord, dans les relations au travail, plutôt, contrairement à ici. Ici, on est beaucoup dans les émotions. Quand quelqu'un va pas bien, bon, les gens ont tendance même à facilement expliquer leurs problématiques personnelles au milieu du travail, ce qui n'est pas forcément le cas là-bas. Et moi, j'ai rencontré quelques difficultés parce qu'après, lorsqu'on rentre beaucoup dans les émotions, le leadership n'est même plus humaniste, il n'est même plus, on rentre plutôt dans le paternalisme, je dirais. Donc, c'est comme si les employés sont parfois un peu nos enfants, il faut les consoler, les encourager. Donc, parfois, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et du coup, lorsqu'on rentre beaucoup dans les émotions, on a du mal à prendre certaines décisions. On a du mal à sanctionner quand il faut sanctionner. Et puis, ça rend, si vous voulez, les relations de travail parfois un peu plus problématiques. Donc, pour résumer... Est-ce que selon toi, le contexte n'est pas propre à l'Afrique aussi?
C'est vrai que l'Afrique est énormément dans les émotions. Est-ce que peut-être que ce n'est pas propre, justement, tu as parlé de culture tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas propre justement à cette culture-là? On est très, très maternel en Afrique et tout ça, voilà. Je connais même une DRH qui appelle carrément les salariés mes enfants, pas parce qu'elle veut les appeler de cette manière, parce que justement, elle a constaté qu'il y avait beaucoup d'enfantillage par moment sur certaines choses. Oui, mais ça rentre, il y a une difficulté. Et je pense qu'il faut adapter le leadership en fonction du type d'entreprise qu'on a. Il y a des entreprises où en fait le leadership humaniste, comme on dit, très très positif, centré sur l'émotion, le développement, parfois il n'est pas adapté à certaines entreprises. On a besoin de quelque chose de beaucoup plus directif. Parce qu'on veut atteindre des résultats. Par exemple, une compagnie qui fait du trading, beaucoup d'activités commerciales ou dans le domaine de la finance, l'émotion n'a pas réellement sa place. Par contre, quand on est dans une ONG, peut-être quelque chose qui est beaucoup plus centré vers les autres, ça peut marcher. Donc, dépendamment de l'organisation dans laquelle on est, du type de projet sur lequel on travaille, on doit adapter en fait son leadership. Merci beaucoup, Nanushka. C'est bon, on t'entend beaucoup mieux. Alors, merci beaucoup pour ta réponse. Laure, j'allais te demander parce que en Afrique, on a énormément d'entreprises familiales. De plus en plus d'entreprises familiales. Et en Europe, c'est plutôt bien géré, mais encore c'est relatif. En Afrique, très difficilement. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces entreprises internationales là, quand on doit parler de leadership, par exemple? Alors, quand je parle d'entreprise familiale, je parle d'une entreprise avec le père qui est le créateur de l'entreprise, puis ensuite ses cousins, ses enfants, ses neveux, et ainsi de suite. Donc, on se rend compte parfois que les salariés qui arrivent au sein de l'entreprise, qui ne sont pas des membres de la famille, vivent parfois des expériences assez désastreuses quand même. Les seules personnes qui sont privilégiées, ce sont les membres de la famille qui sont au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les entreprises familiales et comment, à ton avis, se passe le bien-être? Est-ce qu'on peut parler de leadership même dans ces entreprises familiales? Pour celles qui sont mal constituées, hein, parce qu'il y en a qui sont très bien constituées. Oui, en fait, dans le cadre des entreprises familiales, souvent il y a le problème du fait que c'est mon enfant et les choses ne sont pas bien gérées. Mais je crois qu'une bonne gestion d'une entreprise familiale demande d'abord une certaine discipline, une certaine organisation. Parce que s'il n'y a pas cette discipline, on risque de gérer une famille comme un champ et ce n'est pas correct. Je me rappelle hier, j'étais avec un ami qui me disait qu'il a un restaurant et il trouvait anormal que son frère vienne manger dans son restaurant et qu'il puisse payer pour la nourriture. Voilà. Parce que, et moi je lui disais non, si tu veux bien gérer ton entreprise, la meilleure des choses, ce n'est pas que de permettre, parce que c'est mon frère, qu'il vienne manger sans payer. Et même toi-même, propriétaire de ces restaurants, quand tu viens manger dans ces restaurants, tu dois payer la nourriture que tu achètes. Parce que ça permet à l'entreprise de vivre. Ce n'est pas parce que tu es le propriétaire que tu ne dois pas payer la nourriture, parce que c'est toujours une marchandise qui est vendue. Si tu as droit au salaire, c'est à la fin du mois ou à une période bien précise que tu dois percevoir ton salaire. Donc, c'est une question d'organisation, une question de discipline aussi et une question de rigueur. Ça dépend de l'objectif que les gens se fixent. Mais très souvent en Afrique, on réalise que les entreprises familiales sont gérées comme, je ne sais pas, c'est comme une maison où là, chacun se sert comme il veut, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est ça qui fait que la plupart de nos entreprises ne perdurent pas, ne sont pas pérennes. Mais si nous apprenons à structurer les choses, ça serait bien, effectivement. Et c'est ce qui fait la différence même avec l'héritage. Nous voyons très souvent en Afrique, j'ai des amis qui avaient des parents très riches, qui avaient des grandes entreprises, mais dès que le parent est décédé, les entreprises n'ont pas perduré parce que la gestion était mal faite. Donc, c'est très important de structurer et aussi tenir compte de tous les paramètres de gestion normale d'une entreprise quand une entreprise est familiale. Il faut recruter sur base de critères. Les Occidentaux, et ils ont l'habitude, quand ils ont
une entreprise, ils forment leurs enfants par rapport aux compétences qu'ils veulent pour l'entreprise. Et pourquoi, il serait mieux peut-être pour l'Afrique de faire pareil, pour permettre à nos entreprises d'aller de l'avant. Si nous recrutons pour pouvoir pérenniser nos entreprises. D'accord. Merci beaucoup, Laure. Pour ceux qui nous prennent en marche, j'aimerais vous rappeler que le thème de ce panel, c'est le leadership positif, se transformer pour favoriser le bien-être au travail. Et on a assez parlé de leadership. On va peut-être un petit peu parler de bien-être au travail aussi. Et ma prochaine question est la suivante. Est-ce qu'on peut allier leadership et bien-être au travail? Laure, je suis encore à toi. Est-ce qu'il est possible leadership et bien-être au travail? Oui, je dirais c'est possible, oui. Le leadership, mais moi je dirais plutôt, il faut être un bon leader et un bon manager pour pouvoir tenir compte aussi des paramètres de bien-être dans le travail. Parce que au-delà d'être un leader, c'est vrai que Nanushka a parlé des Occidentaux qui sont plus basés sur l'objectif que sur les personnes. Il faut être aussi, je dirais, équilibré dans nos choses, en fait. Un manager, il demeure un humain. Et les hommes qui travaillent pour toi sont des êtres humains également. Ils ont besoin de se sentir acceptés. Parce qu'il y a souvent, quand tu travailles avec des gens, il y a les questions de satisfaction qui rentrent en ligne de compte. Et il y a les questions de besoin d'accomplissement que les gens ont, parce que très souvent quand nous venons travailler, on ne travaille pas parce qu'on manque quoi faire, mais parce qu'on veut sentir accomplir quelque chose dans nos vies. On veut sentir satisfait d'avoir fait quelque chose. Et si tu as des personnes qui sont avec toi, où il y a aussi des problèmes d'atteinte qui rentrent en ligne de compte, parce qu'une personne qui vient travailler pour toi, c'est pas parce qu'il travaille pour toi ou elle travaille pour toi que tu dois lui parler comme tu veux, de n'importe quelle manière. Donc, c'est en cela d'ailleurs que rentre en ligne de compte l'éthique, parce que dans la manière de gérer les hommes, il y a l'éthique aussi qui doit fonctionner. Et un bon leader, un bon manager doit avoir toutes ces notions pour pouvoir conduire correctement l'équipe qu'il a. Parce que si tu te dis simplement, c'est comme des robots, je vais donner des ordres, ils vont exécuter, non. Il y a leur état d'âme, il y a ces personnes qui vivent déjà, certains sont mariés et d'autres pas, ils ont leurs défis personnels. Il faut tenir compte de ces défis par rapport à leur rendement. Peut-être quelqu'un qui a des problèmes en couple, il peut venir et ne pas travailler comme il se doit quand il travaille avec toi. Donc, en tant que leader et manager, tu dois regarder comment tes gens travaillent, tu connais comment ils travaillent, tu sais reconnaître quand ça ne va pas et quand ça va, et poser des questions. C'est important aussi de savoir ce qui se passe dans la vie de tes employés. Peut-être que tu ne te sens pas bien, peut-être que tu as un problème avec tes enfants, peut-être que tu as un problème avec ta femme, ou ta mère est malade, ou des choses comme ça, et tout ça affecte ton rendement, et ça affecte aussi le rendement de l'entreprise. Et c'est vraiment important d'avoir cette notion. Bien que tu places les bonnes personnes au bon endroit et que tu les conduises vers l'objectif, il faut tenir compte de ces personnes en tant qu'individu pour leur bien-être. Et tu verras que d'ailleurs le résultat final, la performance sera super. Et merci Laure. Et est-ce que ce que tu dis ne ramène pas à ce que Nanushka disait tout à l'heure? Parce que je connais beaucoup de managers qui se disent, bon, écoute, les problèmes qu'il vit ne m'intéressent pas, c'est vie privée. Il faut pouvoir dissocier vie privée et carrière professionnelle. Et si je m'intéresse un peu trop à sa vie privée, on pourrait tout de suite rentrer, on pourrait aller, je devrais m'intéresser à la vie privée de tous mes collaborateurs, ça pourrait aller dans tous les sens. Est-ce que ça ne rejoint pas un peu ce que Nanushka disait tout à l'heure quand elle parlait de paternalisme? Exactement. Non, je crois que chaque chose se fait avec modération. Un manager. Oui. Je pense que je dis, c'est pour ça peut-être qu'on assiste à peut-être un management assez puéril en Afrique, c'est que beaucoup se disent, si je m'intéresse à sa vie, c'est vrai qu'effectivement, je constate que depuis dernièrement, le salarié X est assez calme, on n'a pas les rendements habituels, mais si je lui demande, est-ce que quelque part, il n'y aura pas ce paternalisme justement qui va prendre place au travail au sérieux, et ça va même plus loin. Nous, les félicitations, il y a énormément, dans les grandes entreprises, oui, actuellement, c'est la fin d'année, on parle des entretiens de cette année, mais dans plus de petites entreprises,
il n'y a pas d'entretien de fin d'année, il n'y a pas de félicitations, il n'y a absolument pas au jour le jour. Tu as été un bon commercial, fait ton rendement, tant mieux, pas de félicitations, pas de plus, absolument rien. Et puis derrière, ça crée une démotivation. Donc, ce n'est pas ce facteur, pour revenir à ma question, qui empêche beaucoup de managers aujourd'hui d'aller dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure. Tu sais, par expérience, j'ai compris que prenons, nous travaillons tous quelque part et tu passes 8 heures de ta journée chaque jour dans cette entreprise. Tu travailles avec des personnes pendant 8 heures de ta journée. Ça fait 48 heures par semaine. Nous avons réalisé que nous passons plus de temps pendant nos heures de travail avec les gens avec qui nous travaillons qu'avec nos familles souvent. Parce que quand tu rentres à la maison, pour ceux qui vont au travail encore, qui ne travaillent pas qui ne font pas de télétravail, tu passes du temps dans l'embouteillage, arrivé au travail, tu passes 8 heures avec ces personnes, et quand tu rentres à la maison, tu es fatigué. La plupart du temps, tu n'as pas vraiment le temps à passer avec ta famille. Donc, pour ma perception à moi, le travail devient comme une seconde famille pour toi. Et j'ai réalisé que plus, c'est pas que je vais pas être, je ne vais pas me substituer en père ou membre de la famille, mais je ne veux pas aussi faire abstraction de ce que tu vis, parce que je sais que ta vie, le résultat de mon entreprise dépend de ce que tu fais. Et à partir du moment où nous passons autant de temps ensemble, il est primordial pour moi que je sache que tu es en bonne santé. C'est pour cela que la psychologie est importante. Quand je sais que psychologiquement tu es bien, ça sera bon pour l'entreprise. Tu comprends? Et pour moi, c'est quelque chose de très important qu'un manager doit prendre en compte quand il gère des hommes. Parce que les hommes, comme je le disais, les hommes ne sont pas des machines, ce sont des êtres humains. Et quand on est un être humain, il y a beaucoup de facteurs qui affectent tes actions. Et c'est pour ça que toutes les entreprises, aujourd'hui, on est en train de parler du bien-être, parce qu'on a réalisé qu'il y a des conséquences. Les stress que les gens ont vécu au niveau de France Télécom, c'était dû à quoi? Qu'est-ce qui a causé ces stress? Pourquoi il y a eu autant de suicides? Est-ce qu'on a tenu compte de certains paramètres? Il n'y avait que l'objectif qui nous préoccupait. Il faut atteindre l'objectif. Il y avait la pression sur ces gens. Mais ces gens, ce sont des êtres humains. Ce sont des gens qui ont une vie, ce sont des gens qui ont une conscience et tout ça. Et ça nous a conduit à des suicides. Ce sont des familles qui ont perdu des êtres humains. Mais si nous tenons compte des êtres humains avec qui nous travaillons, je ne dis pas sincèrement, il faut être toujours modéré dans ce que nous faisons. En tant que leader ou en tant que manager, tu dois être modéré. Tu ne dois pas prendre la place de l'époux de quelqu'un ou de l'épouse de quelqu'un. Non, le but n'est pas cela. Mais le but, c'est de sentir que la personne sente que tu t'intéresses à elle. Quand ton employé est malade, demande-lui au moins comment il va. C'est la moindre des choses. Est-ce que ça va aujourd'hui? Je ne dis pas que je vais venir t'envoyer à l'hôpital ou pas. Ce n'est pas ça mon rôle. Mais c'est la question juste, le fait juste de savoir que mon manager me demande comment ça va, ça touche. Et ça pousse la personne à venir travailler demain. Mais si tu es malade, personne ne t'appelle, personne ne pense à toi. Écoute, tu vas te dire, mais il ne s'intéresse pas à moi. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce que moi, je lui fais gagner. Tu es sûr que tu vas repartir dans une entreprise où on ne s'intéresse pas à toi? Non. Si aujourd'hui, les grandes entreprises paient la scolarité des enfants, payent les vacances des gens, c'est parce qu'ils pensent à leur bien-être. Et quelqu'un qui pense à ton bien-être, tu te dévoues et tu t'engages davantage pour cette entreprise. Et c'est ça que pour moi, ce n'est pas de paternaliser les gens ou de les maternaliser. Non, c'est question d'être humain et de considérer le facteur humain dans la gestion des hommes. C'est pourquoi on nous appelle la gestion de la ressource humaine d'ailleurs. Est-ce que je pourrais intervenir parce que j'apparais comme la manager insensible parce qu'on s'est arrêté. Non, pas du tout. Mais je n'ai pas eu l'opportunité de développer, mais c'est important. Si vous voulez, j'ai parlé des aspects négatifs de cela. Mais en tant que personne qui a exercé en RH pendant plus de 15 ans, et puis je le fais encore dans le cadre de mes activités, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Lorsque j'ai entendu Love parler, tout à l'heure, il a parlé du stress au travail et puis des effets que ça a eu. Et d'un autre côté, les employés malades, et puis on doit prendre de leurs nouvelles. Pour moi, il y a deux aspects qu'on voit. Pour moi, là où on ne doit pas rentrer justement dans le fait d'être trop dans l'empathie, dans la compassion, c'est lorsque les résultats ne sont pas atteints.
Effectivement. Et c'est lorsque les résultats ne sont pas du tout atteints. Et avant même de savoir pourquoi ils n'ont pas été atteints, on demande toujours qu'est-ce qui ne va pas. Mais si c'est le même problème que la personne a depuis 2 ans, 3 ans qu'elle travaille avec vous, là, on se retrouve dans une certaine problématique. Et on ne peut pas dire à chaque fois, je n'ai pas obtenu ces résultats parce que dans ma famille, ça ne va pas. Ou il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on s'assoit, de réaliser clairement c'est quoi la problématique. C'est un problème de temps, un problème familial, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Il y a des gens, par exemple, qui n'obtiennent pas de bons résultats parce qu'ils ne prennent pas assez de congés. C'est bête, hein, mais il y en a qui ne prennent pas de congés parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de prendre des congés. Et j'ai même entendu des employés dire « mais si je prends des congés, je n'ai même pas d'argent pour aller en vacances avec tous mes enfants. Donc, pourquoi aller en congé ?» Donc, il y en a même qui préfèrent se faire payer les congés. Et on refusait. On dit non. Vous devez ne pas venir au travail. Donc, lorsque on considère tout cela, c'est que il faut toujours garder à l'esprit que l'organisation a des objectifs à atteindre. Nous, on doit travailler de sorte à atteindre ces objectifs-là. Mais nous, en tant qu'entreprise, on doit aussi se remettre en question. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous et qu'est-ce qui fait que l'employé n'arrive pas à atteindre ses objectifs? On a tous des problèmes personnels. Mais si quelqu'un vous dit je n'arrive pas à venir, je dois me réveiller à 4 heures du matin, comme ce fut moi-même mon cas sur certaines missions en Côte d'Ivoire, me réveiller à 4 heures du matin parce qu'il y a des embouteillages et rentrer à 22 heures, et que l'entreprise n'est pas flexible sur le télétravail, il y a une difficulté. Est-ce que la personne peut travailler chez elle, se connecter entre 6 heures et 9 heures et venir au boulot après? Ou est-ce qu'elle peut partir à 16 heures, se connecter? Je veux dire, ce sont des choses qu'il faut discuter en fait. Donc, on ne va pas juste dire, bon, il ne remplit pas les objectifs, mais c'est de voir, nous, en tant qu'entreprise, comment on se remet en question. Est-ce que même l'espace, l'environnement de travail est fait? Il y a des entreprises, il n'y a pas de salle de repos. Il y a des entreprises où on ne sait pas, on ne peut même pas manger, on ne sait pas où manger. Les employés mangent à leur bureau. Donc, quand on parle de bien-être au travail, les gens pensent souvent à la santé mentale ou ce genre de choses, mais on doit parler aussi de l'environnement. Et puis, de tout ce qui n'est pas matériel pour pouvoir participer au bien-être de l'employé. Donc, c'est ce que je voulais compléter, en fait, parce qu'on a vu le côté de l'employé, mais il doit avoir une grande remise en question, en fait, de l'employeur. Pour que tu puisses bien travailler, vous devez faire tout ce qu'il faut pour que l'employé se sente bien. Et si vous vous rendez compte que vous avez mis tout à sa disposition, on l'a aidé à faire des formations, on lui a offert le télétravail, lorsque ses enfants sont malades, bon, l'entreprise est beaucoup plus flexible sur ce type de congés, et que bon, il n'y a pas de résultat, bon, là, on ne fait pas. Donc, faut faire un ensemble, faut prendre un ensemble de décisions, mettre en place un certain nombre d'actions qu'après on peut mesurer avant aussi de parler de leadership positif, humaniste et tout ça. Je pense que ce que tu as dit est totalement complémentaire à ce que Love a dit. Donc, il a pu parler de la santé émotionnelle, il y avait d'autres expertises sur les aspects précis et tout. Ce que j'aimerais savoir, c'est que je pense honnêtement que tout le monde sait, c'est un peu comme le régime. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour que les salariés se sentent bien. Mais quel est le défi aujourd'hui de ces différentes entreprises qui ne mettent pas ces différents éléments dont vous avez parlé tout à l'heure en place pour le bien-être au travail de leurs salariés, quand on sait même qu'un salarié qui est bien pris au son lieu de travail, naturellement, a de très bons résultats. Quels sont les défis? Et la question est pour tous les deux. Je vais essayer de répondre. Bon, déjà, on parle des entreprises ici sur notre continent. Soyons bien clairs, parce que ce qu'on dit ne s'applique pas partout. Et puis, il y a des entreprises qui ont de très, très belles cultures d'entreprise. Donc, du coup, on va essayer de se dire, moi, je vais dire de mon expérience, de ce que je comprends, et je préfère préciser que tout ce que je dis est basé sur ma perception, en fait, de ce que je vois. C'est que le grand défi de beaucoup d'entreprises ici, c'est de ne pas, d'après ce que j'entends, de ne pas avoir les compétences ou les profils qu'ils recherchent à disposition. Beaucoup d'entreprises disent ça.
Et la deuxième chose, lorsqu'ils arrivent à recruter des gens, ils ont un turnover très, très important. Parce que les gens partent juste pour, des fois, à peine 1% ou 2% d'augmentation de salaire. Si quelqu'un vous quitte pour 1 ou 2% d'augmentation de salaire, il faut se poser la question. Donc, quand on parle de défi des entreprises, il ne faut pas qu'on place les entreprises comme, si vous voulez, des victimes. Mais je dirais que lorsqu'un employé quitte une entreprise, il y a une responsabilité dans l'employé, mais la plus grande responsabilité est celle de l'entreprise. Donc, bon, après, on peut parler des solutions, hein, mais comme tu as parlé de défis, c'est beaucoup de turnover, un taux d'absentéisme qui est très élevé, et puis une organisation qui n'est pas adaptée au type de personnes qui recrutent. Et parfois même, ils recrutent un profil, vous venez en entrevue, c'est pas du tout ça. Parce que l'entreprise ne sait même pas elle-même qui elle veut recruter. Donc, une personne se retrouve à faire 3, 4 postes cumulés en un. Et on attend de ces personnes-là des résultats. Alors, l'offre, la question elle est pour toi. J'aimerais savoir, pour ta fonction actuelle ou pour cette fonction que tu as occupée, de manière pratique, quelles sont les actions que tu as mises en place justement pour favoriser le bien-être au travail de tes équipes? Les actions que j'ai mises en place pour favoriser le bien-être au travail, c'est ça? Yeah. Tu sais, il y a des sociétés où j'ai travaillé, où, la plupart des petites sociétés d'ailleurs, la notion de bien-être du travail n'existe pas. En tout cas, les petites sociétés où j'ai travaillé, à la limite, on ne pense pas au bien-être de l'employé. C'est vraiment le dernier des soucis. Et moi, je suis naturellement humain. C'est pas peut-être à cause de ça que j'ai fait les ressources humaines, mais quand je me rappelle avoir été une fois administrateur d'une société de la place, et je suis arrivé dans la société, tous les jours, il y avait des plaintes dans la société. Je ne comprenais pas c'était dû à quoi. Il y avait des plaintes, et j'ai réalisé que les conditions d'abord des salaires étaient très bas. Les gens n'étaient pas payés convenablement. Et à la limite, on te payait les salaires et ça ne pouvait même pas payer ton loyer. Et moi, je trouvais ça vraiment pas correct. Et après ça, les assurances maladie n'étaient pas en place. Il y avait aucun avantage presque. Donc, moi, étant pas directement, parce que j'étais la seconde personnalité de la société, j'ai parlé au directeur général. Je lui ai parlé, écoute, si tu veux que tes gars soient productifs, et lui, il se plaignait tout le temps, ils travaillent bien, ils ne travaillent pas bien, ils ne donnent pas de bons résultats, pourquoi tu veux augmenter leur salaire? Et tout ça. J'ai dit, écoute, tes gars, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes, ils ont des défis à relever. Et les défis prennent les dessus sur leur... Parce que quelqu'un qui n'a pas l'argent même de son loyer, il cherche à faire ce qu'on appelle ici de gombo pour pouvoir compléter son salaire. Et ça, il ne pourra pas être productif autant que tu le désires. Parce que les temps qu'il passe pour faire ses gombos, c'est le temps qu'il aurait pu te servir convenablement. Donc, essaie d'ajuster leur salaire, essaie de donner de meilleures conditions, des assurances maladie, et tu verras que le rendement va s'améliorer. Effectivement, c'était difficile parce qu'il fallait ajuster les budgets de la société, il fallait toucher beaucoup de choses que les gars ne voulaient pas toucher. Mais après augmentation, effectivement, il a réalisé que le rendement commençait à s'améliorer. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont paresseuses de nature, mais ça, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Après avoir donné toutes les conditions, tu réalises que la personne est paresseuse. Maintenant, là, il y a des sanctions qui doivent suivre. Mais après avoir discuté avec la personne, effectivement, il y a tu dois interpeller la personne et l'amener en fait. Mais au moins, il faut mettre d'abord les personnes dans les conditions qu'il faut avant de pouvoir prendre des mesures par rapport à ces personnes. Donc, pour moi, pour cette entreprise particulièrement, il était question d'augmenter les salaires, il était question de donner certains avantages qu'ils n'avaient pas et qui permet parce que quand ton enfant est malade et tu dois prendre encore sur le peu que tu as ou emprunter chez quelqu'un pour pouvoir soigner ton enfant, ça devient très compliqué en fait comme situation. Donc, une fois que tu as l'assurance maladie et que la société prend une partie en charge de l'assurance maladie, ça soulage la personne. Et la personne, et très souvent, ce sont des personnes qui étaient dévouées pour l'entreprise, mais ils étaient totalement démotivés parce qu'il n'y avait pas tout ça qui suivait. Ce n'est pas intéressant de vouloir me prendre. J'ai dit, je viens au bureau, je vous récupère tous à midi, je vous envoie manger dans un restaurant 5 étoiles, alors que toi, à la fin du mois, tu es payé à
50, 100 000 ou je ne sais pas combien, 150 000. À la limite, à un moment donné, c'est de dire, mais il se fout de nous, en fait. Parce que tu vas m'envoyer dans un hôtel 5 étoiles, je vais manger comme des pachas, et on arrive à la maison, il n'y a rien. Donc, c'était inadéquat. Tu vois, ça ne passait pas. Il fallait réajuster la manière de gérer ces gens. Ce n'est pas leur montrant que tu peux acheter autant de choses qu'ils se sentiront mieux avec toi. Ils veulent aussi pouvoir inviter leurs enfants dans des conditions et payer leur restaurant. Donc, donne un salaire décent, ils te donneraient un rendement correct, en fait. Donc, en fait, ces questions, les situations varient selon les organisations et selon les entreprises où je me suis trouvé. Pour la Banque africaine de développement, il y a déjà un système qui est là, où tu arrives, il y a déjà une structuration qui est là. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, il y a que des choses à appliquer. Parce qu'il y a le département d'éthique qui est là, il y a les règles de ressources humaines qui sont là, et souvent, ce n'est pas appliqué. C'est pour ça que même les harcèlements au travail et tout ça, ce sont des choses qui sont sanctionnées. Parce qu'à un moment donné, si on réalise qu'il y en a plus et tout, et là, c'est question juste d'appliquer les règles qui sont établies. Mais dans les entreprises, c'est plus créé, et très souvent, il y a des déficits au niveau des avantages. Et c'est ça qui crée des frustrations au niveau des petites entreprises. Et la prochaine question, elle est pour Nashka. Dis-moi, quel est l'indicateur, et je pense que ça sera l'avant-dernière question, quel est l'indicateur qui te permet de mesurer le bien-être au travail des salariés? C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure des rendements, mais là, du rendement des salariés, tu as d'autres indicateurs qui te permettent de te dire, je sais que le bien-être au travail est mis en place dans cette société. Moi, il y a, en plus de ça, les indicateurs que je vois, c'est le taux d'absentéisme, le turnover, combien de gens viennent et partent, combien de gens participent ou pas aux activités d'entreprise. C'est très, très important. Et lorsque, par exemple, on envoie des sondages à des employés pour donner leur avis, on se rend compte qu'on l'envoie à 350 personnes et seulement 25 répondent. Donc, pour moi, ça, en plus des indicateurs, je vais compléter ce que Love disait tout à l'heure, c'est que pour qu'il y ait bien-être au travail, il y a beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte. Il a parlé des avantages et tout ça, mais encourager réellement l'équilibre vie famille, vie privée. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas culpabiliser d'aller en congé. C'est encourager de prendre des congés. On doit mettre en place un système de récompense pour récompenser les bons employés et encourager les autres aussi. Être capable de dire « Ah, on vous récompense, l'équipe a bien travaillé » ou ce genre de choses. Créer un environnement physique qui est agréable, qui est très, très important aussi. Encourager la formation et aussi vraiment travailler sur la culture de l'organisation. C'est très, très important. Donc, en termes d'indicateurs, c'est qu'on se rend compte que son entreprise ne va pas bien. Pourquoi? Absentéisme, rendement faible, turnover, ce sont les trois que moi, j'ai souvent identifiés dans le cadre de mes emplois. Ou lorsqu'on demande de faire des activités ou des travaux de groupe, beaucoup de gens ne veulent pas y participer. Les activités team building, ça ne les intéresse pas. Donc, on veut déjà même comprendre pourquoi ils ne veulent pas. C'est très, très important. Et il y a beaucoup de choses à dire. Bien, pour résumer, on parle de turnover. Il est important en termes d'indicateurs de voir le turnover, le taux d'absentéisme, le taux de réactivité des employés. Par exemple, lorsqu'on propose des activités de groupe, par exemple, ou lorsqu'on envoie un questionnaire pour avoir l'avis des employés, on peut avoir 1% ou 2% des employés qui répondent parce qu'ils ne se sentent pas écoutés, ils ne se sentent pas fédérés, ni il n'y a aucun moyen en fait de les engager. Donc, lorsqu'on identifie ça, ou on organise des activités team building et il n'y a personne qui veut venir. Donc, ce qu'on voit, c'est que le malaise de l'entreprise vient toujours de la culture organisationnelle de l'entreprise. Donc, pour pouvoir même trouver des bons indicateurs, avant même de les identifier, c'est de voir, nous, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on a mis en place et qu'est-ce qu'on veut vraiment mesurer. Il y a des choses qu'on ne peut, on n'a pas le choix que de mesurer. On se rend compte qu'on a 50% de ses effectifs qui est parti cette année
turnover, c'est une évidence. On se rend compte qu'il y a des employés qui ne viennent pas travailler, mais pourquoi? Donc l'absentéisme, ce sont les deux principaux qu'on peut identifier, en tout cas en termes d'indicateurs pour le bien-être au travail. Maintenant, faut voir dépendamment des problématiques. Et tout à l'heure, Love parlait de tout ce qui était assurance ou ce genre de choses, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut mettre en place pour être capable de mieux mesurer les indicateurs. Tout à l'heure, j'indiquais qu'il est important que les employés ne culpabilisent pas d'aller en congé. Effectivement, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui ont peur également d'aller en congé maternité. Il y a des entreprises où j'ai vu que des gens sont partis en congé maternité, qui ont fait toute l'année, qui ont fait 9 mois et qui n'ont pas eu de promotion parce qu'elles sont parties 3 mois. On estime que 3 mois, c'était beaucoup. Donc, moi, je viens après sur un élément qui est très important. On n'a pas forcément mentionné ou dit, mais c'est promouvoir une culture inclusive, la diversité et l'inclusion. Et la diversité, c'est quoi? Les différents types de personnes qui travaillent pour nous. Et puis, par exemple, on peut se rendre compte, par exemple, que le taux de turnover, ce sont souvent des hommes qui démissionnent. Pourquoi? On peut se poser la question. Ou bien le taux d'absentéisme, pourquoi? Ce sont les femmes. Et on va se rendre compte qu'elles ne sont pas absentes parce qu'elles sont malades. C'est qu'il y a des événements familiaux qui font qu'elles ne peuvent pas être là. Et on se rend compte que beaucoup de femmes sont lésées par rapport à ça. Donc, si on se rend compte que beaucoup de femmes s'absentent, c'est le moment de voir comment on peut améliorer certaines choses dans l'entreprise pour que ça puisse être mis en place. Donc, tout dépend en fait des résultats et des stats, des analyses qu'on fait lorsqu'on fait, on va dire, un sondage où on met en place certains types d'unités de mesure pour le bien-être au travail. Pour revenir un peu à ce que Nanouchka a dit, par rapport aux gens qui ont peur d'aller en congé, il y a souvent, c'est un indicateur sur lequel il faudra un peu s'attarder par moment, parce que dans une organisation qui est bien structurée, et toutes les choses sont bien faites, quand les gens commencent à ne pas vouloir aller en congé, soit au niveau des répartitions des tâches et de continuité des services, c'est pas bien fait. Ça veut dire la personne se dit, ou le manager dit à la personne, ou le leader dit, ou le superviseur, je vais dire, dit à la personne, si tu pars en congé, qui va faire ton travail? Souvent, il y a cet aspect. Il y a aussi l'aspect où la personne n'a pas su se dupliquer dans l'équipe ou ne parvient pas à se dupliquer. Son travail ne peut pas être fait que par lui. Donc, il ne peut pas aller en congé. Maintenant, au fait, il y a aussi le fait que peut-être que, je ne sais pas, il peut y avoir d'autres raisons qui font qu'il ne veut pas aller en congé. Comme il dit, il n'a pas l'argent pour faire le voyage. Mais très souvent, les gens qui ne vont pas en congé, ce que j'ai remarqué chez nous particulièrement, c'est que c'est parce que soit ils ont trop de travail, ils n'ont pas pu se dupliquer, donc ils se disent, si je ne suis pas là, qui va le faire? Et ça, oui, c'est un souci. Ça veut dire qu'il faudra faire attention au fait qu'on doit se dupliquer dans le travail, de sorte que si je ne suis pas là, le travail doit continuer. Et pour des entreprises sérieuses, c'est vraiment important cet aspect, parce que il ne faut pas croire que je suis la seule personne qui peut faire ce travail. C'est vrai que tu es important, mais tu n'es pas indispensable. L'importance ne dit pas que tu es indispensable. Tu es important mais pas indispensable. Il faut être toujours conscient. Et tu peux mourir aussi. Si je meurs aujourd'hui, il faut que je sois sûr que quelqu'un d'autre l'est. Et ça c'est très souvent lié au fait que les gens ne vont pas en congé. Je voulais soulever cet aspect. C'est vrai. Quelles sont les leçons que chacun de vous a appris de l'intégration du leadership, du bien-être au travail dans ses différents parcours professionnels? Ok. Je te laisse la parole. Donc, pour m'assurer que j'ai bien compris la question, quelles sont les leçons apprises en fait au cours de nos différentes expériences professionnelles? Quelles sont les leçons apprises sur le leadership et le bien-être? C'est bien ça? Ok. Bon, pour avoir, si vous voulez, la double expérience, je n'ai pas travaillé même qu'au Canada, j'ai travaillé 5 ans également en France, mais pour résumer, très très sincèrement, ça prend de tenir compte de plusieurs facteurs. L'environnement social, la culture, il y a un ensemble de facteurs qui rentrent en ligne de compte avant, si vous voulez, de mettre en place une certaine forme de leadership. Et puis, le leadership n'est pas figé.
C'est-à-dire que dépendamment des situations, on va avoir un certain type de leadership. Par exemple, dans les situations de crise, on n'a pas besoin d'un leadership humaniste et positif. On a besoin de quelque chose de directif parce qu'on va prendre des décisions très rapidement. Parce que le leadership qui est plus participatif, démocratique et autres est plus dans le consensus, mais parfois c'est pas approprié. Donc il faudra, si vous voulez, être capable de jongler en différents styles de leadership tout au long de ces missions, mais il faudrait avoir une ligne directrice. En tant que leader, en tant que manager, quel type de personne je suis? Je ne dois pas juste me focaliser sur les résultats, je dois penser aussi à l'humain. Donc, dépendamment des situations, on sera plus focalisé sur l'humain ou l'atteinte des objectifs. Et une dernière chose que je trouve très importante, c'est qu'il faut être capable de se remettre en question en tant que leader. Pourquoi? Il y a des leaders, en fait, auxquels tout le monde s'identifie. Et le jour que le leader part, décède ou quitte l'organisation, bah, tout le monde s'en va. Le but n'est pas de suivre des gens, c'est de rester dans une organisation et si vous voulez, d'embrasser la culture de l'organisation, même si elle est insufflée par un leader. Il faut que le leader soit quelqu'un dont on se rappelle, pas quelqu'un qu'on a envie de suivre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et après, chacun fait son bonhomme de chemin. Mais moi, je reste focalisée, je le dis tout le temps, la culture de l'organisation, la vision et les valeurs sont très, très importantes. Et beaucoup de gens ont tout ça, mais ne les appliquent pas. Il n'y a pas d'exemplarité. On ne met pas ça en valeur. On ne le fait pas. Et la dernière chose que je dirais, et je vais terminer là-dessus, beaucoup d'entreprises, en fait, ne se remettent pas en question et pensent qu'elles n'ont pas de compte à rendre. Il faut rendre des comptes aux employés sur tout, c'est-à-dire être transparent dans la manière de communiquer avec eux. Il est important et la transparence manque dans beaucoup d'organisations. À commencer par les grilles salariales, par exemple, elles changent en fonction des gens. C'est un petit détail, mais qui est très important. Ou la manière dont on gère les conflits. Quand c'est une personne qui fait ça, bon, c'est géré différemment. Non, il faut avoir le même processus de recrutement, le même processus pour faire augmenter la rémunération, le changement d'échelle, le même processus pour gérer les conflits. Il faut qu'on travaille de façon équitable et l'équité est très importante. Les gens ne mettent pas vraiment l'accent dessus, les entreprises ne mettent pas beaucoup l'accent dessus. Et quand on parle d'équité, ça rentre dans les valeurs. D'accord. Moi, personnellement, merci beaucoup, Nanouchka. C'était très intéressant ce que tu as dit. Mais je voulais juste ajouter une chose. L'expérience que je tire, d'abord, du leadership. Je crois qu'il est important d'avoir un leader expérimenté, quelqu'un qui a une certaine maturité, qui comprend. Quand je parle de l'expérience, c'est quelqu'un qui a eu à évoluer, qui a eu un processus d'évolution jusqu'au leadership, parce que c'est très important cela. Et cela permet d'avoir une personne mature, un leader équilibré. Ça veut dire une personne qui tient de tous les paramètres avant de conduire l'équipe. Et aussi, une fois que tu as un leader qui a une certaine expérience, il intègre facilement l'équipe qu'il conduit. Ça veut dire il est capable, parce que c'est très important dans une gestion d'entreprise, de permettre aux gens de te remplacer demain. Ce n'est pas dans le but de te faire destituer, ce n'est pas un coup d'État. Mais comme Nanouchka l'a dit, à un moment donné, si tu décèdes, il ne faudrait pas que l'équipe se disloque. Ou si tu quittes l'équipe, il ne faut pas que l'équipe se disloque, mais que tu laisses des personnes qui sont capables de te relayer et continuer ce que tu fais. Et pour que cela se fasse, ça veut dire que tu dois combiner effectivement la notion de leadership et de management. Mais aussi, il faut que ces personnes te suivent parce qu'ils se sentent bien avec toi. C'est tout un ensemble, en fait. Parce que si les personnes ne te sentent pas bien avec toi, ils ne voudraient pas te ressembler, ils ne voudraient pas être comme toi. Ils ne voudraient pas être... Bon, pas à ta place pour te destituer, non. Mais ils souhaitent te ressembler. Il faut être capable de se dupliquer. Et quand tu cumules le bon leadership, le management ensemble et le bien-être dans une équipe, tu t'assures que
bien que je sois là ou bien que je ne sois pas là, l'équipe pourra toujours continuer. Et pour moi, c'est quelque chose de très important pour une continuité, surtout dans nos entreprises privées, africaines ou familiales, si on peut les dire aussi. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Est-ce que vous avez un mot de fin, Nanushka? Est-ce que tu as un mot de fin, Love? Est-ce que vous avez un mot de fin? Parce que nous tirons vers la fin de ce panel, de ce premier panel du sommet du manager influent. Est-ce que vous avez un mot de fin avant qu'on ne conclue? Comme mot de fin, je dirais que les chefs d'entreprise, les personnes qui sont dans des hautes positions, dans des hautes sphères, qui recrutent, ou des chefs de multinationales ou autres, il est important de se remettre en question en tant qu'organisation et de voir dans quelle mesure on peut offrir un environnement de travail sain, équilibré aux personnes qu'on embauche, de manière à ce que ces personnes-là puissent donner le meilleur d'elles-mêmes et produire des performances exceptionnelles. Tout réside dans la manière dont l'entreprise développe sa culture, développe sa vision, ses valeurs, comment elle les applique et comment elle rend des comptes et communique aux employés. Moi, comme mot de fin, je voulais d'abord dire merci à toute l'équipe, Marie-France et toute l'équipe pour cette invitation. Effectivement, je dirais pour encourager tous les managers, tous les leaders, tous les superviseurs d'être conscients du rôle qu'ils ont à jouer. Moi, j'ai beaucoup chanté dans une chorale et je me dis, si j'ai appris à chanter, c'est parce que j'avais de responsables de chorale qui m'ont permis d'apprendre et qui m'ont permis d'après conduire d'autres personnes à chanter. Et pour moi, un bon leader, c'est celui-là. Un bon manager, c'est celui-là. Aujourd'hui, si je peux bien chanter, c'est parce que j'ai eu des personnes qui m'ont appris à chanter et qui n'ont pas été complexées par le fait que je pouvais chanter mieux ou de la même manière qu'eux. Pareil à tous les niveaux. Il est grand temps que nous puissions mettre terme à ces complexes de ne pas transmettre nos connaissances parce que les garder pour soi ne nous aide pas non plus. Parce que transmettre la connaissance nous permet d'évoluer. Et ça, c'est important pour un bon manager et c'est important pour toute équipe. Apprendre à transmettre ce que tu connais, apprendre à faire des personnes qui te suivent, de toi un modèle, non pas pour qu'ils te suivent simplement, mais pour qu'ils te ressemblent demain. Et ça, c'est vraiment important. Et aussi comprendre l'impact que nous pouvons avoir sur l'autre, même si c'est notre subordonné, nous avons un impact par notre juste manière de gérer. Il y a des personnes qui sont malades parce que nous gérons mal. Il y a des personnes qui sont en bonne santé parce que nous gérons bien. Donc, comprendre et se former s'il le faut. Il ne faut pas avoir le complexe d'être conscient du fait que j'ai besoin de lacunes et j'ai besoin de me former et d'apprendre. C'est important. On n'a jamais la pleine connaissance. Il faut toujours chercher à apprendre pour le bien-être, pour ton bien-être à toi et pour le bien-être de l'équipe que tu conduis. Parce que ta mauvaise gestion peut affecter toute une équipe et ta bonne gestion peut aider apparemment l'équipe à aller de l'avant et atteindre des objectifs comme il se doit d'ailleurs. C'est un peu tout ce que je pourrais dire. Merci. Merci beaucoup. Merci Nanushka. Merci Love. Merci pour ces 1h30 que vous avez pu dégager pour vous rendre disponible à ce premier panel du sommet du manager influent. Je rappelle que le thème de ce panel était le leadership positif, se transformer pour favoriser le bien-être au travail. Et pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre, on a parlé du leadership et du management, on a parlé des enjeux du bien-être au travail, on a parlé des actions pour favoriser le bien-être au travail, on a parlé des indicateurs pour mesurer le bien-être au travail des salariés et puis enfin, on a parlé des différentes leçons que chacun de vous a appris durant ces différentes expériences professionnelles. Je vous remercie et puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Allez, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.